Effectivement, dans mon travail de géographe, je me suis centré sur les frontières internationales, peut-être par esprit de provocation, parce qu'on annonçait beaucoup leur effacement, leur disparition, leur moindre intérêt. Donc, c'est justement ce qui m'a stimulé sur cet objet. Et dans le cadre des ateliers de l'IMERA qui ont lieu depuis 2 ans, je remercie toute l'équipe au passage pour tous ces ateliers qui ont été très intéressants et ce colloque conclusif. Effectivement, la question de la matérialisation s'est posé avec évidence. Alors, dans le cadre de la réflexion qui a été menée effectivement à l'IMERA, on a pu souligner, et je ne suis loin d'être le seul à l'avoir fait, que les frontières contemporaines sont marquées par un processus apparemment ou paradoxal ou contradictoire de manière apparente de matérialisation, dématérialisation. La dématérialisation, alors Jean-Christophe Holl nous invitait à des définitions précises. C'est vrai que je tendais par dématérialisation à penser invisibilité et par matérialisation visibilité. Ce serait peut-être la manière la plus simple dont je pourrais définir les deux termes. En réalité, les deux aspects sont faussement simples. Il n'y a pas que de la visibilité-invisibilité. Dans la dématérialisation, comme je l'indique ici, on a à la fois de la disparition, de la virtualisation. On a aussi un processus très intéressant de dissémination. J'ai été très intéressé, je pense les spectateurs aussi, les auditeurs, par les réflexions notamment d'Olivier Clochard sur la dissémination et la propagation des lieux d'enfermement qui accompagnent la dissémination des frontières et des points d'entrée, des points de passage frontaliers dans les territoires. Donc on a plusieurs processus que le géographe peut aussi appeler délinéarisation. Ça fait beaucoup de mots en sion, je prie l'auditoire de m'en excuser. Mais ce sont des processus effectivement assez importants et tout à fait au cœur de notre réflexion. Et puis paradoxalement, donc, un processus de matérialisation qui est symbolisé par ce que j'appelle plutôt les barrières frontalières, souvent appelées murs, bien qu'ils soient rarement des murs, plus souvent des clôtures. Alors bon, les questions en fait sont multiples. J'ai résumé dans cette diapositive à 2 questions, mais il y en aurait bien d'autres. Est-ce que ce sont des processus contradictoires ? Et puis quelle est peut-être aussi l'efficacité de ces frontières en termes de contrôle? C'est ce qu'on va essayer d'envisager ici. Je terminerai cette introduction en soulignant comment, dans les représentations les plus communes, les représentations communes de l'Occident, parce que je pense que si on demandait à un Chinois, il ne nous montrerait pas du tout la même diapositive. On peut opposer la frontière invisible qui serait la bonne frontière, celle qui ne se voit pas. Elle serait donc bonne. Et ici, je remercie Uderzo que je n'ai pas signalé. Donc c'est un Astérix chez les Go que je souligne, que je présente souvent à mes étudiants comme un excellent manuel de géopolitique, et l'humour étant loin d'être dénué d'intérêt. Et puis la mauvaise frontière, héritée un petit peu entre guillemets du mur de Berlin, c'est le mur justement, ici c'est l'exemple de Jérusalem. On aurait donc une bonne frontière qui serait immatérielle et une mauvaise qui serait matérielle. Est-ce que les choses sont aussi simples? Je ne sais pas. Alors je vais dans cette présentation quand même donner un élément de contexte qui me paraissait assez important, m'éloigner dans une première partie de cette question de la matérialité pour revenir donc sur le contexte, je dirais, géopolitique international, notamment de la construction des murs dans le monde contemporain. Dans une deuxième partie, je développerai plutôt les conséquences de la technologisation, c'est-à-dire de l'importance croissante donnée aux technologies dans le contrôle et dans ses conséquences. Ce sera l'occasion d'ailleurs de quelques redondances avec ce que vient de dire Amael. Et puis dans une dernière partie, j'aurais parlé du continuum sécuritaire, qui est un autre élément de la réflexion, notamment en termes de dissémination des frontières. Alors, ce qui me paraît intéressant, je préfère donner la dia dans son ensemble dès le début, c'est de souligner que les barrières, donc murs ou clôtures, sont un élément majeur de la matérialisation contemporaine, sans être le seul, je vais y revenir. Parce que, ou je peux le dire tout de suite, même une frontière virtuelle a besoin, je crois, d'une dimension matérielle.
la plupart des barrières frontalières qui sont érigées aujourd'hui, ça c'est très intéressant, sont d'abord déconnectées de la conflictualité territoriale. J'ai donné quelques chiffres ici, grosso modo, hein, ce sont des estimations, mais les 3/4 des barrières frontalières qui séparent aujourd'hui les territoires sont en fait érigées aux frontières de pays qui entretiennent de bonnes relations, au moins officiellement, comme entre les États-Unis et le Mexique, comme entre l'espace Schengen, je vais mettre la carte, l'espace Schengen, la carte que vous avez vue au musée des tapisseries, comme entre l'espace Schengen et les pays voisins, et notamment ceux qui sont intégrés dans la politique européenne de voisinage. D'ailleurs, je tiens à souligner que dans cette carte, la barrière Schengen, je l'ai bien classée comme une barrière, elle ne l'est pas par beaucoup d'auteurs. Moi, j'y tiens beaucoup, il s'agit d'un dispositif cohérent, continu, qui est très hétérogène, mais pas moins que l'est la frontière États-Unis-Mexique, et c'est bien en fait la plus grande barrière frontalière au monde, c'est simplement celle de l'Union européenne. De ce point de vue-là, mes estimations, mes calculs reposent sur des bases qui sont assez différentes de celles de certains collègues qui ont pu travailler sur la question. Voilà, donc j'ai mes propres représentations en termes de ce que peut être une barrière. Un des points aussi importants que je voulais signaler, c'est que donc les lignes de front consécutivement sont très peu nombreuses. On rentrerait en fait, comme l'a dit Michel Fouché, dans une période de règlement frontalier. J'ai eu beaucoup de mal à traduire le règlement frontalier, settlement of border. Je ne sais pas s'il faut exactement traduire comme ça. En tout cas, la conflictualité pour le territoire n'explique absolument pas les barrières contemporaines. Ça me paraît tout à fait primordial à être souligné. Les frontières, finalement, ne seraient plus la cause, et là, je n'apprendrai rien à mon auditoire, des guerres majeures, des major wars qui ont secoué le monde, et notamment au XXe siècle. Et au contraire, le processus de reconnaissance des frontières est tout à fait important. Alors ça, à mon avis, il fallait le souligner parce qu'on pourrait mal comprendre ou avoir peut-être l'esprit focalisé sur certains cas où il y a quand même des revendications territoriales, comme en Israël et en Palestine, pour penser que ce soit le modèle pour les barrières. Je crois que ce n'est absolument pas le cas. Bien, ça c'était ce point de contexte que je voulais souligner. Maintenant, rentrons peut-être plus dans le cœur du sujet avec la technologisation des frontières et ses conséquences sur la matérialisation, dématérialisation. Alors, le contexte global, c'est bien évidemment celui de la mondialisation et de la croissance des flux qui, nos intervenants, notamment douaniers, l'ont souligné, caractérisent en fait ou qui ont une conséquence sur les contrôles aux frontières, une pression croissante sur les douaniers, les gardes-frontières, les policiers. On est au cœur d'une matrice essentielle, c'est la contradiction entre circulation et sécurité. Je voulais rappeler Jean Gottman, j'ai signalé son nom, qui il y a déjà près de plus de 40 ans, ou 40 ans si je fais référence à c'était The Significance of Territory, soulignait cette contradiction entre la circulation, la fluidité de la circulation et la sécurité, c'est-à-dire la capacité à contrôler les flux. Alors ça, cette contradiction est tout à fait au cœur des préoccupations contemporaines, et la technologie est apparue comme la réponse à cette situation. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce choix. Je dirais aussi c'est un choix, je crois l'avoir écrit quelque part, mais dans le doute, je vais le dire tout de suite, qui permet de faire l'impasse sur l'embauche. Ce n'est plus l'époque où les services publics doivent croître, ils doivent décroître. Par contre, on se désinvestit du capital humain et on va investir dans le capital technologique, en notant qu'on va faire accroître le chômage et que pendant ce temps-là, on va augmenter les bénéfices des firmes majeures. On a donc des
choix qui sont bien des choix qui se font en faveur des grandes firmes internationales et en défaveur de l'emploi. Petite remarque très politique, mais donc la solution nous est donnée, c'est la technologie. Et cette technologisation des frontières peut être aussi connectée, comme je l'écrivais ici, à une plus générale technologisation de la sécurité. Et je faisais là référence aux travaux de Ace Jehan, qui sont très intéressants et qui avaient souligné comment finalement c'est toute la sécurité, pensée non seulement aux frontières, mais bien au-delà, qui connaissait un processus de technologisation. Ace Jehan, d'une manière très intéressante, avait pu mettre en avant la place où certaines opérations, comme la très intéressante War on Drugs, lancée par un président américain alcoolique, Richard Nixon, qui rapatriait des équipements militaires du Vietnam pour les installer à la frontière mexicaine et ainsi parvenir à des résultats décisifs dans sa guerre contre la drogue. Le fait est qu'on était là dans un début de processus de militarisation de la sécurité, tout autant que de technologisation. En fait, je dirais qu'on va rentrer dans un... Oui, j'ai été plus loin qu'en termes de dia. On va rentrer dans un processus d'imbrication entre le militaire et le civil. La technologisation amène le militaire dans le civil. De même, va-t-on trouver des éléments de civilianisation dans des équipements ou des structures militaires. La civilianisation étant proposée de mémoire par Shira Rafkin dans le cadre des ateliers de l'IMERA qui ont eu lieu dans ces 2 années. Donc une hybridation, la technologisation amenant une hybridation entre le civil et le militaire. Et c'est vrai aussi pour de grands groupes et firmes liés à la sécurité, aux télécommunications, à l'aéronautique comme EADS par exemple. On se retrouve dans un nœud, si vous voulez, de technologie qui associe le civil, le militaire et qui rend un peu militaire le civil et un peu civil le militaire. On est là dans une matrice relativement nouvelle et assez importante. Alors, cette dématérialisation, elle est notamment mise en avant par 2 types de frontières. Je pense que les spécialistes, je ne leur apprendrai rien, mais les smart borders et les virtual borders. Alors, la frontière intelligente et la frontière virtuelle. Ici, on a 2 photos de passage de frontières automatiques à l'aéroport de... J'ai fait une faute de frappe de Schiphol à Amsterdam, qui ont pour but de rendre plus aisé le passage donc, pour les citoyens européens. Alors, ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est que là, on a donc affaire à une frontière virtuelle. Or, je la regarde avec des yeux de nouveau-né, c'est-à-dire des yeux pertinents, et bien, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois une barrière, en fait. Et je vois un dispositif visible, intimidant, qui vise à faire peur et à éviter, finalement, c'est bien dans sa visibilité et dans son existence matérielle et concrète qu'il va intimider ou éventuellement faire reculer, peut-être, qui sait, des tentatives de passage en fraude. Donc en fait, la frontière virtuelle, telle qu'on la voit ici, n'est pas du tout un dispositif immatériel et je crois qu'on a un petit peu tendance à confondre les deux. Virtuelle, la smart border serait une frontière dématérialisée? Non. Alors la dimension symbolique, c'était la dernière ligne de ma dia, effectivement, est très importante. Ce sont des machines qui sont visibles et qui visent à faire peur. Les systèmes intégrés de gestion de la frontière sont aussi assez intéressants parce qu'ils sont multiscalaires, voilà, qui intéressent beaucoup le géographe. Ça a été dit tout à l'heure par Amael et par d'autres intervenants, on a des centres de commande à l'échelle nationale qui je vais mettre peut-être la dia suivante, qui donne un peu une idée de ces échelles. Si on veut le bas, c'est le local, ce sont les capteurs et les différents systèmes qui, le long de la frontière, ici j'ai trouvé ça sur Internet,
à propos de la frontière Roumanie, entre la Roumanie et la Serbie. On a donc le local en bas, on a le régional au milieu, et tout remonterait, c'est une vision un petit peu simplifiée de ces systèmes, mais tout remonterait au national. Alors, en fait, quand on voit une ligne, ça c'est très intéressant, il y a derrière des dispositifs, effectivement, qui vont très en profondeur jusqu'à la capitale, qui sait jusqu'à Varsovie, au siège de Frontex. La liste, pour ça, des bases de données montrées par Amael est très intéressante. Donc en fait, la frontière, effectivement, là, n'est qu'une partie visible d'un dispositif très étendu dans l'espace et qui, lui, par contre, est effectivement invisible. Lui, par contre, cherche à se faire invisible parce que, et comme il cherche à attraper, il va faire le guet en quelque sorte. J'essaye de lier toujours avec visibilité, invisibilité, mais je pense qu'il y aurait des éléments de réflexion de cette manière à développer. Alors, ces systèmes sont en tout cas, lie en profondeur des systèmes visibles aux frontières et des systèmes invisibles en arrière, si vous voulez, pour reprendre une métaphore militaire. Alors voilà une description de la frontière virtuelle, elle sait pas, et qui est aussi intelligente, hein. Elle est smart et elle est virtual à la fois. Alors cette clôture virtuelle, c'est très intéressant. Vous voyez l'ensemble des dispositifs, j'ai vu qu'Amael avait la même dia mais qu'il l'a passé, merci Amael. Mais on va justement s'y arrêter. On voit un ensemble de dispositifs qui vont des capteurs souterrains, des capteurs sur les grillages, je vais peut-être utiliser la flèche si vous la voyez, les capteurs donc souterrains, les capteurs sur les grillages, les drones, bien évidemment les caméras, les radars, mais vous notez comme moi, et ce sera un élément tout à fait essentiel, que ces dispositifs sont quand même complétés par un mur, et que de ce point de vue, en fait, le mur est un élément qui pourrait être pensé comme indispensable au bon fonctionnement des autres systèmes. Donc l'immatériel, s'il était trop immatériel, pourrait rendre peut-être trop tentant le passage clandestin. Donc à mon avis, ce qui est intéressant dans cette image, dans le cadre au moins de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que la frontière virtuelle ne l'est pas totalement et qu'elle dispose bien d'éléments matériels tout à fait concrets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se virtualise vraiment? Eh bien, à mon avis, c'est l'être humain. À mon avis, le problème de la matérialisation, il ne se pose pas tellement pour la frontière qui reste matérielle, mais pour l'être humain qui, lui, disparaît dans les dispositifs qui sont mis en exergue, c'est-à-dire les écrans, l'informatique. Regardez, ce sont des douaniers au travail, ils ne sont confrontés à personne. Alors, dans une troisième partie, puisqu'il me reste 4 minutes à ma montre, mais on m'a dit 3, le continuum sécuritaire, mais je vais essayer d'aller vite. Là, c'est une idée intéressante, c'est qu'en fait, la frontière n'est évidemment qu'un élément dans un dispositif en profondeur, si on veut raisonner en termes géographiques, ou d'un dispositif de sécurité qui lie terrorisme, trafic ou contrebande et migration illégale, d'une manière d'ailleurs assez étonnante. Alors je vais passer sur ce dispositif, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le gradient de matérialité sur les frontières, il est très difficile de penser un gradient qui soit binaire, c'est-à-dire vous avez une frontière qui est matérielle ou une frontière qui est immatérielle. C'est pas du tout comme ça, je pense qu'il faut penser la matérialité de la frontière, et au contraire, on a des logiques qui font que le matériel assiste l'immatériel et que l'immatériel sans le matériel ne fonctionnerait pas totalement de manière claire. Je voulais souligner rapidement comment le matériel pouvait déjà désigner la bonne frontière par les bornes frontières. Ici, c'est sur la frontière Pologne-Biélorussie. Le dispositif assure que c'est la bonne frontière car elle est matérialisée et donc elle est reconnue par les deux côtés.
Plus intéressant, c'est la matérialité asymétrique, pour reprendre un mot-clé d'Evelyn Ritten, une matérialité asymétrique, parce que finalement, la frontière matérielle, elle est matérielle pour qui? Je pense aussi au travail de David Newman, que j'ai pas cité ici, sur la frontière et les checkpoints israéliens, où on passe à des vitesses différentielles. Merci David de nous avoir souligné ces éléments très importants. On passe à des vitesses différentes, suivant qu'on soit citoyen d'Israël, israélien ou arabe de nationalité israélienne, ou palestinien. Donc on a ici, j'avais pris l'exemple de Nexus avec ses cartes. On va passer avec une carte très aisément si on est répertorié comme étant dans la base Nexus, alors que le passage sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile si on est hors de la base de données. En conséquence, on pourra envisager effectivement, une matérialité différentielle. Alors, pour conclure, voilà, il me reste 1 minute, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, matérialité et dématérialité, ben, en fait, les deux sont importants. Regardez ces images, à mon avis, elles sont intéressantes, elles sont à l'exposition. Tout ça, ça a un sens, en fait, ça a un sens. On est là au bord, on est là au nord de Jérusalem, c'est la route qui va au checkpoint en direction de Ramallah, je crois que c'est le checkpoint de Kalkia, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait affaire à une frontière ultra technologisée, si vous me permettez, c'est pas très beau. Par ailleurs, avec des services de renseignement extrêmement efficaces, dans un pays où les services de renseignement sont extrêmement efficaces, et pourtant ce mur existe. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, les dispositifs s'additionnent, et que ce mur vise à faire peur. Il fait peur, il est impressive, comme on dit en anglais, impressionnant, et il dissuade, et son rôle est très important. Donc les technologies sont efficaces si elles sont accompagnées, je dirais, de dispositifs rudimentaires dont le bon vieux mur, si vous me permettez, il n'est pas bon, mais il est vieux, serait un exemple tout à fait pertinent. L'autre élément, c'est que l'efficacité des dispositifs doit être discutée, bien évidemment, on n'aura pas le temps, mais dans ma conclusion, puisque là j'ai dépassé, ça serait un élément. Et puis, je terminerai en disant que si ça fait peur, c'est que c'est efficace, et donc il vaut mieux que ça se voie. Merci pour votre attention.